En plus, quand t'es black et que tu viens des Antilles, déjà t'as un a priori effectivement que les gens ont sur toi. Évidemment, quand on te colle cette étiquette quand tu arrives, si tu veux vraiment t'en sortir, faut que tu bosses dur. On n'a que les limites qu'on se fixe. En vrai, il n'y a pas de limite. Avec du travail, tu peux aller où tu veux. J'ai bossé comme un acharné pour vraiment, en tout cas, me démarquer et creuser mon trou sur un marché en fait où potentiellement, j'avais pas ma place parce que j'étais pas chez moi. Puis de là, comme dit Marvin, on a construit une relation fraternelle. Ouais, on a failli mourir ensemble. On a fait mourir ensemble. Ultra n'a pas de religion, n'a pas de nationalité, n'a pas de chiffre d'affaires, n'a pas d'âge. Ouais. T'as des gens qui sont totalement différents, mais qui sont en fait alignés sur des projets, des visions communes. T'es content de ce choix de vie? À refaire, je le referai 10 fois, je crois. À Incroyable! refaire, je le referai 10 fois. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Ultra Cash, comme d'habitude avec Marvin Salut Amine! et un nouvel invité. Un invité de qualité, un invité dessiné, un invité qu'on ne peut pas louper. On ne peut pas louper, ici à Los Angeles comme en Belgique, tout le monde le regarde et c'est pas pour rien. Vous exagérez les copains. Yannick, comment tu vas? Non, attends, on doit faire un tonnerre d'applaudissements pour Yannick. Allons-y. Comment Merci, tu vas? merci, super, au top, au max, dans un cadre magnifique, en famille en plus, donc on se sent bien. Yannick, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Avec plaisir. Donc Marvin, moi c'est Yannick, je suis originaire de Martinique à la base, donc je suis né, j'ai grandi en Martinique, donc j'ai atterri en Belgique en 2012, donc ça fait bientôt 13 ans, pour travailler, donc juste après mes études. Donc j'ai travaillé d'abord dans le monde du conseil en IT, ingénierie, en tant que sales, vendeur, et puis dans une boîte de conseil en stratégie management. Et maintenant, ça fait 8 ans que je gère une boîte de conseil en transformation digitale qui s'appelle Wemanity. Donc je gère l'entité belge de Wemanity. Donc à côté de ça, je suis aussi papa de 2 petites filles, Marie et Emma, 6 ans et bientôt 4 ans, et un grand passionné de sport et sensations fortes. Wemanity, en quelques chiffres, c'est quoi? En quelques chiffres, donc Wemanity Group, c'est près de 100 millions de chiffre d'affaires. Wemanity Belgique, quand je rejoins l'entité en 2012, c'est moins d'1 million, c'est 900 000 euros de chiffre d'affaires, avec une structure qui est en perte. Alors j'ai dit 2012, c'est plutôt 2017. Et 8 ans plus tard, en fait, on génère maintenant plus de 23 millions de chiffre d'affaires, avec une équipe de 150 personnes, alors qu'on n'était qu'une dizaine quand j'ai rejoint en 2017. C'est incroyable. Toi, Yannick, tu as quand même un parcours de vie qui est assez exceptionnel. Tu travailles avec ta femme au quotidien. Donc, pour moi, tu as un très bon équilibre vie pro, vie perso, parce que tu es très en shape. En même temps, derrière, tu passes du temps avec tes filles, tu passes du temps avec ta femme, tu arrives à travailler énormément. Je sais qu'un truc sur lequel tu fais beaucoup de sacrifices, c'est ton sommeil. Comment on fait pour avoir un équilibre vie pro, vie privée? Il faut intégrer les deux. C'est très compliqué. En fait, je ne fais pas de différence entre ma vie pro et ma vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont avoir en fait, des règles hyper claires sur le fait que quand ils sont à la maison, ils sont à la maison et ils ne touchent plus à leur ordinateur ou au téléphone. Moi, c'est intégré. Mes filles, elles me voient au quotidien sur l'ordinateur, en train de travailler. Par contre, je sais effectivement en fait, mettre le cadre, mettre les limites. J'ai ma grande qui va souvent me solliciter pour jouer un peu avec elle. C'est des moments où je vais sans hésiter en fait, fermer l'ordinateur, prendre un peu de temps avec elle. Les enfants, ce qu'ils demandent, c'est un peu de temps, un peu d'attention et reprendre le travail par la suite. Mais par contre, les deux sont intégrés. Je ne mets aucune limite entre les deux. Donc voilà, donc ça demande en fait une sorte de schizophrénie pouvoir passer en fait, de l'un à l'autre de manière hyper naturelle. Mais au final, voilà, je ne le vis pas comme une contrainte. C'est plutôt mon style de vie et je l'ai intégré. Et tu as rencontré ta femme au travail? Au travail. Donc on était collègues à la base, donc c'était en 2013. Et ça fait, que je dise pas de bêtises, ça fait du coup 12 ans qu'on travaille ensemble dans 3 sociétés différentes. Et donc c'est devenu en fait vraiment une partenaire business. Donc je pense qu'on est nombreux dans le groupe en fait à le vivre. Et je crois que ça demande en tout cas de son côté beaucoup de concessions. Parce que le rôle d'une femme en fait à la maison est différent de celui, et je suis pas sexiste, mais malgré tout d'un homme. Une femme joue un rôle important pour ses enfants, et donc c'est vrai que toutes les concessions qu'elle fait aussi sur le côté en tant que mère me permettent à moi finalement de pouvoir aussi évoluer et faire ce que je fais au quotidien. Moi, je pense que tu as raison, c'est pas sexiste, mais je pense que c'est viscéral en fait. Moi, je vois ce que ma femme fait pour mon fils, c'est viscéral. Nous, c'est un devoir. Tu vois, c'est genre comme des choses qu'on est obligé de faire.
mais derrière, pour elle, c'est plus fort qu'elle, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense pas que c'est une question, je pense pas du tout que tu es sexiste, mais je pense qu'il faut être réaliste par rapport à ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est pour une règle pour tout le monde? Je ne pense pas. Par contre, derrière, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, quel impact a eu ta femme dans ta vie et dans la personne que tu es devenue aujourd'hui? Je pense qu'elle m'a aidé à grandir, elle m'a beaucoup soutenu dans mon évolution et dans qui je suis devenu finalement. Et donc je pense que sans sa présence et sans ce qu'elle fait, sans toutes les concessions qu'elle peut faire au quotidien, je pourrais clairement pas faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai connu, en tout cas, donc, on va pas citer, on va citer personne, mais j'ai connu effectivement d'autres personnes avant. Et je sais très bien, j'ai aussi des amis dans mon entourage qui travaillent beaucoup. Et je sais qu'avoir quelqu'un à tes côtés qui ne peut pas concevoir que tu puisses te donner autant dans ton travail, ça peut vraiment être un point bloquant. Aujourd'hui, toi, tu gères vraiment Womanity Belgium, Oui. mais si je ne me trompe pas, et tu pourras nous l'expliquer, mais toi, tu n'as pas démarré directement à ce poste tout en haut. Non. Tu as vraiment gravi les échelons. Comment ça s'est passé et est-ce que ta femme aussi t'a accompagné dans toutes ces étapes? Et je suis curieux de savoir un peu. Alors, chez Humanity Belgium, j'ai commencé en tant que directeur commercial. Et donc, on est arrivé plus ou moins en même temps en fait dans la société, parce qu'on a quitté plus ou moins en même temps la précédente pour laquelle on travaillait ensemble aussi. Et si tu veux, quand je suis arrivé chez Humanity Belgique, c'était la jungle. Il y avait effectivement plein de choses à mettre en place. Il y avait encore des sales qui commandaient des voitures pour des employés alors que c'était pas leur rôle. Il n'y avait aucun process, il n'y avait aucun cadre qui était établi. Et donc moi, j'ai fait le constat en arrivant. Et je me suis dit, OK, finalement, avec ma casquette de directeur commercial, je peux apporter beaucoup plus à cette structure. Et le deal de départ que j'avais eu aussi avec le fondateur, Jean-Christophe, JC, qu'on connaît tous, j'avais dit dès le départ, écoute, ta société, je vais arriver, je vais venir. Parce que quand il m'a aussi en fait rattrapé pour Humanity Belgique, j'étais déjà en train de lancer une autre structure et il m'a convaincu en fait de venir et de rejoindre la structure donc Humanity Belgique. Et je lui ai dit, OK, je vais le faire, mais je vais la gérer, ta boîte, comme si c'était la mienne. Donc, il faut que tu me laisses la latitude aussi pour pouvoir le faire. Et donc, naturellement, j'ai effectivement observé tout ce qu'il y avait à faire. Et quand il y a un trou dans la raquette, il faut le réparer. Et donc, j'ai naturellement pris le rôle, en fait, de CEO parce que je me suis positionné sur toute la structuration de la boîte. Et j'ai été beaucoup aidé, en fait, par Audrey, qui, elle, en fait, au niveau administratif, au niveau légal, au niveau en fait juridique, voilà, c'est un monstre de travail. Donc là-dessus, elle a vraiment mis un cadre aussi qui a permis le scaling de la société. J'aime bien notre rencontre. Je m'en souviendrai d'ailleurs toute ma vie. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'est, tu sais, moi, je suis toujours en train de dire, ouais, il n'y a pas assez de blacks qui sont CEO, j'en connais pas, etc. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est pourquoi tu penses qu'il n'y a pas plus de blacks qui sont CEO? Et la deuxième, c'est est-ce que tu en connais beaucoup? Et votre rencontre? Parce que du coup, nous, on l'a pas, l'info. Je vais la teaser. Ok, tu l'expliques après? Je l'explique après. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de blacks CEO? Parce que déjà, c'est pas évident. Quand je suis arrivé en Belgique, donc moi, j'ai grandi en Martinique. Je quitte la Martinique quand j'ai 19-20 ans. Je vais étudier à Paris. De là, je fais un rapide passage à Londres avant de revenir à Paris. Et enfin, après mes études, j'atterris à Bruxelles. Je pense que quand j'atterris à Bruxelles, sur le plateau, donc on était environ une quarantaine dans cette société, je suis le seul black, déjà, pour commencer. Je suis le seul black dans un pays que je connais pas, sur un marché que je connais pas. J'ai pas de référence, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Et je comprends très vite que si je veux en tout cas m'en sortir, ou en tout cas faire la différence, je vais devoir bosser beaucoup plus que les autres. Et donc le constat, ça a été ça. Donc déjà, effectivement, pour ouvrir des portes, c'est très compliqué. En plus, quand tu es black et que tu viens des Antilles, déjà, tu as un a priori, effectivement, que les gens ont sur toi. Parce que pour tout le monde, les Antilles, c'est un peu... Donc, voilà, il n'y a pas ni de problème, comme on dit chez nous, il n'y a pas de problème. C'est, tout le monde est tranquille, tout le monde est chill, on prend le temps. Et donc, finalement, quand on te colle cette étiquette, quand tu arrives, si tu veux vraiment t'en sortir, il faut que tu bosses dur. Et donc, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de concessions. Ça tombe bien, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille, je connaissais personne, donc mon seul référentiel, c'est le boulot. Et je me retrouvais en fait à bosser des samedis, des dimanches,
On était un petit groupe d'expatriés dans ce cas-là, de Français qui étaient là aussi, qui bossaient autant. Et j'ai bossé comme un acharné pour vraiment, en tout cas, me démarquer et creuser mon trou sur un marché, en fait, où potentiellement, j'avais pas ma place parce que j'étais pas chez moi. Et donc, ça demande beaucoup de travail. Est-ce que je connais beaucoup de Black CEO? Aujourd'hui, la réalité, non. Aux Antilles, forcément, oui. Parce que voilà, en fait, tu baignes dedans et des Antillais qui gèrent leur boîte, t'en as plein. Mais des Antillais, en fait, CEO ou des Noirs CEO, en fait, dans d'autres pays, non. Je connais pas énormément. Ok. Pour la petite anecdote, du coup, Yannick et moi, on s'est rencontrés lors d'un apéro ultra en 2023. Début 2023, quand Ariane a ouvert Monopoly. C'était en 2023. Ouais, début 2023. Et en fait, je me rappelle parce que c'était dans un petit endroit, c'était au Coesio. Donc à l'époque, on faisait des petits événements. Et derrière, en fait, Yannick était venu après au repas qu'on faisait le soir au Monopoly. Et quand, en fait, il est venu et qu'il s'est présenté et qu'il m'a expliqué ce qu'il faisait, ça m'a tellement rempli de joie de voir quelqu'un, en fait, comme Yannick, qui avait du coup atteint ce statut-là et qui avait pu développer des affaires comme ça, que ça m'a marqué émotionnellement, en fait, la rencontre. Et donc, ouais, j'étais très content. Et de là, de suite, s'est construit une relation fraternelle, quoi. Donc, pourquoi tu es venu à l'apéro ultra? Alors, c'est très marrant. Parce que l'apéro ultra, si je reprends la timeline, ça correspond quasiment au moment où Humanity s'est fait racheter en fait par un grand groupe. Et quand on se fait racheter par un grand groupe, par le grand groupe en question, là je réalise un truc, je me dis mais en fait, ça fait quasiment plus de 10 ans que tu bosses en consulting et t'es arrivé ici, tu t'es jeté dans l'industrie et tu as bossé en fait comme un acharné pour te démarquer. Mais si demain tu dois faire autre chose, en fait t'es à poil. Je lui dis mais ton réseau il est dans le consulting. En dehors du consulting, tu sais rien faire. Je lui dis mais en fait c'est pas normal. Et là j'ai eu un coup de stress. Je lui dis mais en fait c'est pas possible. Je dois commencer à m'ouvrir en fait à d'autres personnes, à d'autres choses. Je dois aussi en fait m'ouvrir à l'esprit, sortir du cadre consulting. Parce que si demain j'ai envie de faire autre chose, je dois pouvoir en tout cas pouvoir rebondir. Et je comprends très vite que quand tu veux sortir d'une industrie ou t'intéresser à d'autres industries, ce qui fait la différence c'est ton entourage. Et je lui dis en fait il faut que tu t'entoures en fait des meilleures personnes dans leur domaine. Et je commence un peu à faire des recherches et voilà, le domaine des influenceurs et tout. Je n'étais pas trop connecté non plus aux réseaux sociaux. Enfin, j'en avais par défaut, mais sans être à fond dedans. Et puis un jour, je tombe sur une vidéo je vois un Black, et tu vois, avec Marvin, pour l'occurrence. Et je tombe sur une vidéo d'un Black qui dit, ouais, donc plus jeune client, Lamborghini Bruxelles. Et je vois qu'il expose 2 Lamborghini. Et je lui dis, mais 24 ans, je dis, mais c'est qui ce mec? Et donc, je dis, c'est qui? Et venez à mon apéro, je dis, bah, écoute, je sais pas qui c'est, mais. Je vais à l'apéro. Je sais pas qui c'est, mais je suis curieux, j'ai envie de savoir. Et donc là, je prends l'apéro et je vois qu'il y a plusieurs, en fait, niveaux de participation. Et je vois le niveau VIP. Je lui dis, bah, en fait, quitte à vivre l'expérience, vas-y jusqu'au bout. Tu veux rencontrer du monde, donc vas-y. Et en fait, j'y vais donc sans attente, sans a priori. Tu connais personne? Je connais personne. Ouais, ça c'est fou. Personne. C'est bien. J'avais déjà eu notamment des personnes qui étaient présentes, Junior Doumou, qui était présent aussi. Donc j'avais déjà vu des vidéos de lui sur les réseaux. Mais je connais personne. Et donc là, j'arrive à l'apéro, sans a priori, sans attente particulière. Et puis naturellement, en fait, je commence à échanger avec quelques personnes, avec Junior qui était présent, avec Arion, avec Marvin, avec Sarah. Et je me sens bien. Je me sens bien parce que je me rends compte que je suis face à des personnes qui, dans des domaines différents, en fait, vivent les mêmes problématiques que celles que je rencontre au quotidien et qui sont dans le partage avec bienveillance. Et puis ça se passe bien. Et puis de là, comme dit Marvin, on a construit une relation fraternelle avec beaucoup de délire, avec beaucoup d'événements aussi sur les 2 dernières années. On a beaucoup Mais ça a commencé comme ça. Beaucoup voyagé. On a failli mourir ensemble. On a failli mourir ensemble. Je sais pas de quoi vous parlez, les gars. J'ai pas l'info. Bah écoute, dans le rallye. C'est pas grave. Si, c'était grave. Bien sûr que c'était grave. On a failli mourir. Ça aurait pu être grave. Mais ça aurait pu. Heureusement, c'est bien fini. Mais pendant le rallye de cette année, j'avais plus de frein à un moment sur la voiture. Et on était à 2 dedans, quoi. Et puis,
Une bénédiction, en fait, quand j'ai plus de frein. C'est parce que j'étais dans la voiture. Ouais, Yannick m'a porté chance. C'est pas son heure. Non, c'était pas encore celle-là. Bah, de toute façon, en fait, j'allais exploser la voiture, mais j'allais pas mourir, tu vois. Donc, en gros, Yannick a quand même vu que j'ai jeté la voiture de mon côté. Hein. Je l'ai pas jeté du sien. C'est vrai. Donc, C'est en vrai. gros, mais du coup, en gros, c'est quoi le truc? C'est que la voiture ne freine plus. On est dans sur la des routes de montagne. montagne. Ouais, on est dans les montagnes. Et on descend. Et en fait, au bout d'un moment, je lui dis, ça freine plus. Je crois qu'il se rend pas compte parce qu'il y a tellement de. Ouais. Ouais, moi, quand il me dit, quand il me dit ça freine plus, Il rigole. donc je rigole. Et je vois qu'en une fois, il prend le volant et je vois qu'il fait des gauche-droite, gauche-droite. Et là, je Vous rouliez regarde. vite. Heureusement, non. Heureusement plus pas. là. Plus là. Et pourquoi est-ce qu'on roulait pas vite? Parce que juste avant, les pneus s'étaient mis à fumer Voilà. parce qu'ils étaient beaucoup trop chauds. Et Exactement. on s'était arrêté plus tôt. Et on était reparti en roulant doucement parce que moi, il me dit, je vais rouler calmement pour que ça refroidisse. Mais heureusement, parce que juste avant ça. Ah ouais, non, non. Et en fait, on arrive à un endroit, en fait, si tu veux, tu vois, les routes, elles ont deux sens. Et il y avait notre sens à nous qui était fini, et où ça devait partir avec un feu rouge, tu vois. Et donc derrière, bah, moi, j'arrive au feu rouge. Yannick, il voit que je freine pas, parce que j'ai plus de frein. Et en fait, bah, là, on est dans la montagne, et je dois prendre la route, en fait, en face. Je suis obligé. Et bah, là, je prie pour qu'il y ait personne qui arrive en face, en fait, parce que bah, c'est un Il y a des frontal, voitures quoi. qui arrivent en face. Et le gars qui allait me voir arriver, il allait jamais pouvoir faire quoi que ce soit, il allait pas pouvoir Mais reculer. du coup, comment tu t'arrêtes? Je m'arrête. On a la chance parce qu'en fait, juste après, en fait, avec la distance et ça remonte un petit peu. Ouais, ah oui, voilà. Et tu arrives à Wow. perdre de la vitesse et à te ranger sur Et le après, bas-côté. j'appuie sur tout, genre j'appuie sur le frein, le machin, le truc. Enfin, Et t'appelles Lamborghini. J'appelle Lamborghini et puis la suite de l'histoire. Ouais. Donc, Et le rallye, il s'arrête là à ce moment-là? non, pas du tout. On a continué plusieurs jours. La voiture, elle a repris en fait. En fait, les freins avaient glacé parce que j'avais été un peu trop fort. Et donc voilà, mais c'est pas quelque chose qu'on t'apprend. Et du coup, bah, je savais pas que ma voiture, elle pouvait arrêter de freiner en fait si tu freinais trop. Ben, vous avez vécu des Descendez, des moments Oh. forts. Des moments Ah non. forts. Et puis on a fait des 24 heures ensemble, on va faire une immersion, on revient, etc. On a passé beaucoup de moments ensemble. Donc voilà. Et aujourd'hui, toi, je sais que vous allez souvent, moi je vous ai déjà rejoint une fois. Ah oui. Vous faites des crossfit Oui. tôt le matin, parce que Yannick, tu le dis pas, mais voilà, Non, t'as j'ai ouvert pas une encore salle dit, de c'est vrai. crossfit Ouais. 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 à Zaventem, si À je me trompe Zaventem. pas, en Belgique, à Bruxelles. Exactement. Ouais. Et déjà, bravo pour cet accomplissement, c'est Merci. tout neuf. Merci. Comment le sport t'aide dans ta vie? Parce que toi, tu es un grand sportif. Ici, on est à Los Angeles. Tous les matins, tu vas à 6h30. Je suis allé faire au du CrossFit. Je suis Même allé quand tu découvrir. dors pas, c'est choquant. Tu as dit un truc, tu as dit ouais, ça me recharge le sport. Moi, si je m'entraîne alors que je suis fatigué, Moi, ça je me dors. recharge. Ouais. Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai pas toujours été sportif. Je viens quand même, j'ai un historique où, plus jeune, j'étais asthmatique. Et ma mère, en fait, faisait des pieds et des mains pour pas que je fasse trop de sport. Donc, si elle pouvait me dispenser de toute activité sportive, elle le ferait. Et donc j'ai grandi, je grandis et je suis assez gras, enrobé et j'ai toujours été en surpoids, étant plus jeune. Et puis à 25 ans, ouais c'est ça, j'ai un déclic. J'ai un déclic et je commence à faire attention à ce que je mange et je perds en fait 14 kilos en 3 mois. Et puis depuis en fait, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché et je m'entraîne en fait, je fais environ entre 7 à 9 heures de sport par semaine. Je m'intéresse au CrossFit, ça devient une passion et du coup jusqu'à la création d'un projet passion avec des associés de la salle de CrossFit qui a ouvert il y a 3 mois. Et j'ai le plaisir de faire des matinales avec Marvin et une partie de l'équipe Ultra. Mais c'est une passion à la base. Et je peux pas faire sans. Je peux pas faire sans parce que comme je disais juste avant, comme Marvin disait avant, moi ça me donne de l'énergie. J'ai besoin de ça. Tu sais que je sais faire la différence entre un jour où je fais du sport et un jour où j'en fais pas. Le jour où j'en fais pas, je suis beaucoup plus en fait amorphe. C'est quand même dingue parce que moi, je l'ai vu. Il n'avait pas dormi de la nuit il y a 2 jours. Il est venu s'entraîner le matin et après, il a tenu quoi. J'avais 2 choix. J'ai bossé avec le décalage horaire. En fait, j'avais des réunions à Bruxelles donc que je devais assurer. 6h du matin ici. Le mastermind commençait à 8h30. J'avais 2 choix. Soit j'allais me coucher 1 heure pour venir, soit j'allais au sport pour être en forme. Je suis allé au sport. C'est dingue. Pourquoi le CrossFit? Alors, le CrossFit, ce que j'aime bien, c'est le côté déjà efficace du CrossFit. Tu as 1 heure en fait à consacrer à ton entraînement chaque jour. Tu y vas et pendant 1 heure, tu vas te donner à fond. Donc, le CrossFit, c'est une discipline où tu vas tout le temps en fait chercher un peu cette zone rouge. Et tant sur des mouvements d'haltérophilie, des mouvements gymniques ou des mouvements plutôt cardio, tu vas enchaîner finalement des circuits
où tu vas vraiment te donner. Et moi, ce que j'ai appris au-delà de ça, dans le CrossFit, c'est que, en fait, tu n'as que les limites que tu te fixes. Donc, tu as des compétences que tu vas acquérir dans le sport, parce que tu as plein de mouvements qui sont plus ou moins techniques et qui vont paraître, en fait, au départ, en fait, inaccessibles. Et tu te rends compte qu'avec du travail, avec du boulot, c'est comme dans tout. Avec de la persévérance et de la pratique, ben, tu peux, en fait, tout atteindre et dépasser tes limites. Et donc, c'est ce que j'aime dans le CrossFit. J'ai hâte de reprendre. Je pense qu'il y a un truc, je bifurque un peu de sujet, mais tu sais que beaucoup de gens, par exemple là on est dans un endroit qui est magnifique, on a passé des jours qui sont exceptionnels, etc. Mais je pense que le vrai goal, c'est de dire, voilà, maintenant j'ai hâte de rentrer à la maison. J'ai hâte qu'on recommence à s'entraîner à 6 heures le matin, qu'on récupère un bon rythme de vie, qu'on rentre chez nous, qu'on recommence à travailler, enfin en tout cas de manière différente, avec des impératifs où on est obligé d'être physiquement là. Donc j'ai vraiment hâte de ça. Et moi personnellement, j'ai choisi de beaucoup plus actuellement passer de temps avec toi, parce qu'en gros, ben, je pense qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc c'est pour ça que, vu que j'ai envie de perdre du poids, j'ai déjà perdu plus ou moins 10 kilos, et j'aimerais bien en perdre encore 10, ben, je me dis que plus de temps je passe avec toi, et plus ben, j'apprends en fait à comment essayer d'avoir un comportement adapté pour avoir du coup un physique équivalent, ou voire même un peu moins bien. Mais l'idée, c'est de se dire que toi, je regarde toujours, c'est pour ça que je surveille constamment ce que tu fais. Mais en fait, tu fais quasiment zéro erreur quand tu diminues toujours les glucides, tu vas constamment t'entraîner, tu bois que de l'eau. Et genre, c'est jamais quasiment d'écart ou très très peu, quoi. J'en fais, mais je reprends directement. C'est-à-dire que tu sais, c'est un peu je m'auto-sanctionne. C'est-à-dire que si j'ai fait un écart, je sais que le jour d'après, ça va être en fait une journée maigre. Et c'est une espèce de rigueur en fait que tu as naturellement parce que tu sais d'où tu viens et t'as pas envie d'y retourner. J'ai l'impression que tu es assez discipliné. Ouais. Est-ce que tu penses que… Je pourrais l'être plus. Hein. Ouais, je pourrais l'être plus. C'est où que tu vois tes erreurs? Ouais, je sais sur quel point je dois travailler. Et c'est lesquels? Et je suis exigeant en fait, tu vois, avec moi-même, mais je pourrais l'être beaucoup plus. Par rapport à quel domaine, par exemple? Tu dis? Par rapport à quoi? Par rapport, par exemple, au respect des timings. On en rigole souvent, mais ça, je pense pas que c'est le côté antillais, ça. Mais tu sais que je pense. En fait, ce qui est fou, c'est que, en fait, je pense pas que c'est une question que. Je pense pas que tu pourrais l'être plus parce que je crois que c'est au même titre que pour les femmes s'occuper de leurs enfants, c'est viscéral. Pour toi, ne pas être à l'heure, je crois que c'est viscéral. Tu sais qu'on en rigole, mais quand t'as une fête d'anniversaire ou un mariage, quand t'es invité, t'as 1 heure en Europe partout. En fait, chez moi, c'est à partir de telle heure. Ouais. Et tu as beaucoup de fêtes, même familiales, de baptêmes, de mariages et autres qui commencent à midi. Et à 15h, 16h, tu as encore des gens qui continuent à arriver. Et c'est dont toi, qui arrive à 15h. Non, généralement, pour les trucs de famille, c'est vrai? Ouais, qu'une heure de retard. Ouais. Et c'est même pas du retard, au final, c'est t'arrives. Et en plus, le pire, c'est que c'est tellement, comment dire, c'est tellement à l'opposé de ce qu'est Yannick réellement, parce que moi, vrai. en fait, ça n'a rien à voir avec lui. Je sais pas, c'est comme si tu vois, je sais pas, c'est comme si je te voyais manger des McDo tous les jours, en fait. C'est trop bizarre que tu sois en retard. C'est incohérent. Et en vrai, blague à part, je déteste être en retard. Enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le contraste. Je déteste. Et je suis quelqu'un, si je suis en voiture, que j'ai donné 1 heure et que je suis en retard, je vais être en voiture, je vais pas être bien. Je vais être stressé en voiture. Et donc, je n'aime pas ça. Tu sais, on en rigole parfois quand je faisais du sport, en fait, pas dans ma salle, au CrossFit, quand tu arrives en retard, tu as des burpees à faire. Et on en rigolait, puisque j'étais à chaque fois celui qui me mangeait le plus de burpees. Sauf que j'avais pas le choix d'être en retard parce que je finissais mes réunions hyper sharp. Je quittais le bureau, je pouvais pas finir ma réunion plus tôt, et j'allais direct au CrossFit. Sauf que tu es en retard parce qu'il y a du trafic, il y a des trucs, tu n'as pas le choix. Tu vois, je vais pas finir ma réunion plus tôt. Et là tu arrives, tu sais que tu vas faire des burpees, mais déjà en voiture, avant d'arriver, j'avais la boule au ventre du style, putain, t'es encore en retard. Après, je pense, Yannick, aussi, pour justifier un peu ton retard, entre guillemets, JC aussi, il est toujours en retard. Toujours. Je pense que c'est parce qu'en gros, juste, vous faites beaucoup de choses. Enfin, genre, toi, tu as quand même un équilibre qui est quand même assez bien. Et il n'y a rien à faire. En fait, si tu veux. En fait, le problème que tu as, c'est que tu organises ta journée de manière assez méthodique, mais qu'il y a des variables qui viennent dedans. Et ces variables, 5 minutes là, 7 minutes là, 8 minutes là, 10 minutes là, au final, tu es à plus de 30 minutes que tu n'avais pas pris dans ton timing, alors que ta journée était timée, quoi. Et il y a un truc qui est essentiel, tu sais, j'ai un ami que tu connais très bien qui me disait, en fait, Yann, il faut que tu sois beaucoup plus, en fait, faut que tu fasses ressortir beaucoup plus l'ours qui est en toi. Et l'ours, c'est celui qui va dire, en fait, et de nature, je suis empathique, mais c'est celui qui va dire, en fait, tu sais que tu échappes sur ton timing, tu as quelqu'un qui vient me parler 5 minutes, qui va dire, désolé, j'ai pas le temps.
Et c'est vrai que ça, c'est un apprentissage. Parce que celui qui vient te voir à proposer une question alors que tu es déjà en retard, bah, avec ton empathie, tu vas vouloir lui accorder le temps. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas le temps. Ouais. Et c'est de savoir dire aussi, bah, désolé, en fait, écoute, on peut s'appeler plus tard parce que là, tout de suite, je dois y aller. Et donc, c'est vraiment faire ressortir l'ours plus que la personne empathique qui dit oui à tout ou qui laisse tout, en fait, venir à lui. Moi, j'ai du mal aussi à ça. Ouais. C'est pour ça que j'essaye de laisser un minimum de possibilités où je peux me retrouver dans une situation comme ça. Ouais. Tu vois, par exemple, dans l'Ultra, je dis non à personne et je suis constamment disponible pour les membres. Et du coup, je me retrouve noyé. Hein. Mais noyé parce qu'en gros, et à juste titre, hein, les gens ont des demandes, des choses, ou bref, des trucs à faire ensemble ou à me demander. Et encore, la majorité sont bienveillants et donc savent que je suis noyé. Et du coup, ils m'en demandent pas trop. Mais vu que tu dis jamais non, mais c'est horrible, tu sais pas respecter le timing, t'es en retard. Hier, on a essayé d'organiser une journée ensemble. Enfin, non, c'était pas avec nous, toi. Hier, on a essayé d'organiser une journée avec les gens. Yannick, je dis c'était l'enfer. Impossible. C'était l'enfer, hein. Mais parce que je dis pas non, et parce que je dis oui, lui il veut aller là. Ah ouais, ok, on va au centre de tir. Ah ouais, lui il veut aller à Venice Beach. Ok, on va à Venice Beach. Ah ouais, lui il veut louer cette voiture. Ok, on va aller louer cette voiture. Ah lui il veut aussi aller louer cette voiture. Ah ouais, il veut louer cette voiture. Ah mais lui il a son enfant. En fait, tu dis oui. Et au final tu te perds. Alors qu'en fait la base c'est quoi? C'est non, ça va être comme ça. Et qui même me suivent quoi. Ouais. Et puis c'est tout. Ouais. Parce que ça te met dans une situation, t'es en retard pour l'autre. Du coup il t'appelle et il est pas content. Hier, on se retrouve du coup avec une autre personne qui est pas contente. C'est normal. Et puis tu génères des frustrations oui, parce qu'au final. Oui, parce que tout le monde a ses attentes, on pense que ça va bien se passer et en fait, ça se passe pas bien parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres. Là, on a parlé de tes défauts, Yannick. Enfin, d'un de tes défauts en tout cas. Ouais. Mais moi, je sais que tu as énormément de qualités. Et tu penses que c'est quoi ta plus grande qualité? Non, mais il a que des qualités. Ah. Non, vraiment, si tu le retournes le retard. Moi, je pense aussi qu'il a des qualités. Moi, j'ai fait que le complimenter toute ma vie et je continuerai parce que il a vraiment pas mal de qualités. Mais c'est quoi Les gars, je vous aime, les gars. Je vous aime, les gars. Vous comprenez pourquoi je passe du temps avec vous? Je vous aime, les gars. Mais c'est quoi la qualité qui pour toi est la plus importante que tu as et qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Ma grande force, vraiment, c'est ma capacité à pouvoir créer du lien avec les gens. Et je te promets, c'est vrai que et parfois on en rigole parce que ceux qui me connaissent, quand ils me voient en fait dans un contexte inconnu, ils me disent voilà, il est encore en train de socialiser. Ma grande force, je te promets, c'est d'arriver quelque part et naturellement, je vais connecter avec une, deux, trois personnes et ces personnes, je vais être amené à les revoir. J'ai des clients du passé qui sont devenus des amis. C'est incroyable. J'ai des amis qui sont devenus des clients avec le temps. Et ma grande force, c'est cette capacité à pouvoir créer du lien. Et je le fais naturellement parce que j'adore ça. Les nouvelles rencontres, pouvoir en fait m'intéresser aux personnes et je le fais sincèrement. Je le fais pas avec intérêt. Donc quand une personne me parle, je vais l'écouter. Donc je pense que l'écoute c'est hyper importante. Et je vais du coup essayer de comprendre les personnes, m'intéresser à elles pour de vrai. Ouais. Donc je pense que ça c'est une qualité ou un trait de personnalité en fait qui m'a beaucoup aidé. Et je pense qui fait qui je suis aujourd'hui et qui m'a amené aussi où je suis. Comment et pourquoi elle t'a amené là où tu es? Moi, je comprends le fait que tu arrives à connecter avec pas mal de monde. Parce que les gens aiment être écoutés. Les gens aiment être écoutés, mais en fait, regarde, comment tu veux ne pas parler à Yannick? Le mec, il arrive. Il est beau. Il est intelligent. Non, vraiment. Non, mais soyons pragmatiques. Il est beau, il est intelligent. Il sent extrêmement bon. Extrêmement bon. Vous n'avez pas l'odeur. Vous n'avez pas l'odeur, mais Yannick a 3-4 crèmes. Des fois, j'aime m'asseoir à côté de vous, les gars. Oh, oui. Franchement, j'adorerais aussi. Donc, il s'exprime très bien. Il est intelligent, pertinent. En fait, il n'y a pas de raison en fait de pas connecter avec toi. Il n'y a aucune raison logique en fait. Les gars, j'ai envie de vous complimenter maintenant. Comment tu veux que j'enchaîne? Non, mais c'est vrai, il faut être logique, tu vois. Et je pense que c'est hyper important. Moi, d'un avis extérieur, non, mais je vois que des qualités à Yannick. Le seul point que j'aime pas, et il le sait, c'est son retard. J'aime pas. Non, comme mais ça, c'est clair. Je vais faire le dire, le retard, quoi. Et un point sur lequel je pense qu'il devrait travailler un peu plus, c'est le focus et la gestion des priorités. Ouais. Donc, mais c'est pour ça qu'il est en retard. Et en fait, c'est corrélé. Ouais. Mais après, il gère
des grosses responsabilités. Bien sûr, mais c'est pas facile. J'ai pas dit que c'était facile. Ah. Donc, Et moi, je t'ai déjà vu au bureau, enfin, t'arrêtes vraiment pas. Ouais, non, Si on vient à ton bureau, dingue. t'as peut-être une seconde quand tu vas prendre de l'eau pour nous dire bonjour, mais sinon, enfin, t'enchaînes, quoi, t'arrêtes Oui, pas. parce que c'est dans la gestion d'équipe, tu dois, effectivement, tu te rends disponible. Tu as cette notion de boss ou de leader, et si tu vas plus loin, tu as le servant leadership, en fait. C'est le servant leader, c'est celui qui se met vraiment au service de ses équipes. Exactement. Et c'est ce que je mets en place. J'essaie vraiment de me rendre au maximum disponible pour eux. C'est à double tranchant, parce que du coup, c'est vrai que quand tu as des contraintes ou exigences sur des choses que tu dois faire toi pour toi, ben, du coup, ça fait que les gens qui sont habitués à ce que tu sois disponible font plus effectivement de différence. Et ils vont te solliciter en permanence. Donc, il faut aussi quand même remettre le cadre parfois. Yann, est-ce que du coup, tu nous as parlé au début de l'interview que tu avais un autre projet qui était en lancement juste avant Humanity. Ouais. Quelles ont été les raisons pour lesquelles tu as choisi de rejoindre JC plutôt que de faire ton projet ou d'aller dans l'autre aventure? Quels ont été les arguments pour te convaincre à rejoindre cette mission que tu as exécutée pendant 10 ans? À l'époque, je travaillais dans une boîte de conseil en stratégie management, petite société que j'ai rejoint. Quand j'ai rejoint, j'étais 10, on est monté de 10 à 40 en 2 ans. Après 1 an et demi dans cette société, je comprends que je vais pas effectivement me projeter hyper longtemps dans cette boîte. Et je commence avec 2 autres amis, personnes avec qui j'ai sympathisé, qui sont devenus des amis, à travailler sur un projet de développement d'un outil de reporting et dashboarding à orientation de clients dans le retail. Et très très vite, donc mes 2 amis sont eux aussi occupés parce qu'ils sont indépendants sur des projets respectifs. On comprend très vite que si on veut développer ce projet, en fait, qu'il faut qu'on y consacre beaucoup plus de temps. Donc on commence à pitcher le projet à gauche à droite pour lever des fonds et pouvoir en fait continuer à développer le produit. Donc après effectivement quelques mois de travail, et donc on commence à pitcher à des fonds d'investissement, à différents fonds, à différents investisseurs. On se fait ramasser, on apprend, on continue. Et je me rappelle à l'époque que JC, avec qui j'avais travaillé dans le passé, donc chez Anneum, une boîte de conseil à l'époque en IT ingénierie. Il a été aussi cofondateur de cette société. Et donc moi, j'ai suivi son départ de cette société. J'ai suivi aussi la création de Humanity. J'ai suivi l'évolution de Humanity jusqu'à ce moment où on se retrouve pour que je lui pitch mon projet. Parce que moi, je cherche un investisseur à l'époque. Et JC était déjà investi à ce moment-là? Il avait, alors même plus loin que ça, il avait en fait un incubateur et accélérateur de start-up. Je te parle, on est en 2016. Donc il avait un incubateur accélérateur de start-up. Il run Humanity et en même temps il a l'incubateur. Et il fait mieux que ça. L'incubateur en fait est intégré dans Humanity. Ah waouh. À l'époque. Donc c'est une activité qu'on a arrêtée. Mais à l'époque il a un incubateur qui est intégré dans Humanity. Il y a des startups. Un incubateur dans lequel il avait une dizaine de startups, quasiment 20 en développement, dont une. Alors aujourd'hui on parle beaucoup d'AI, d'intelligence artificielle, d'IA. Et tu en as une en 2016 qui travaillait déjà sur les problématiques en fait d'IA, en 2016. D'ailleurs, je pense que il m'a dit que JC que c'était une qui performait super bien aujourd'hui dans le groupe. Ouais. Alors, ça c'est une en data qui a décollé, Data, ouais. mais celle qui était dans l'IA, en fait, on était vraiment en avance de phase par rapport au marché. Et donc, on travaillait sur des problématiques qui, en fait, n'étaient pas encore d'actualité. Enfin, c'est quand même incroyable. Et il a toujours dit qu'il était en avance sur les sujets. JC, il a cette capacité à pouvoir, en fait, il a le côté visionnaire. Il voit les choses, il anticipe les choses. C'est pour ça qu'il a dit c'est pour ça qu'il a rejoint Ultra. Il a dit, et je pense à juste titre, en fait, parce que plus le temps passe, tu sais, il y a un truc qui m'a beaucoup étonné. Et en fait, je me dis, je pense qu'il a raison et qu'il a encore une fois un temps d'avance. C'est parce qu'en fait, au début, je pensais qu'Ultra était réservé qu'à une certaine catégorie de personnes, tu vois. Et en gros, en fait, Ultra n'a pas de religion, n'a pas de nationalité, n'a pas de chiffre d'affaires, n'a pas d'âge. Ouais. C'est dingue, tu vois. Ouais. Et en fait, derrière, tu te retrouves avec des gens qui, ne serait-ce que, bon, là, c'est un peu, on pourrait prendre Alexandre pour le mettre à ma place, mais tu vois, t'as des gens qui sont totalement différents, mais qui sont, en fait, alignés sur des projets, des visions communes. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, le potentiel de croissance, il est infini. Énorme. Parce qu'en gros, il n'y a pas de, il y a pas de truc qui bloque, quoi. Ouais. Et je pense que, il a toujours un temps d'avance sur les marchés, quoi. Ouais, et ça c'est énorme. Et là où il avait un temps d'avance aussi, même en fait un coup d'avance sur moi quand je le rencontre. Moi, quand je le vois en fait à l'époque en 2016 pour lui pitcher mon projet, lui en tête il avait un autre agenda. Il m'écoute 7 minutes. Pendant 7 minutes, je pitch. Le projet s'appelait Cubicle. Je parle dans tous les sens, je sors mes slides, je lui présente le truc. Il m'écoute. Après 7 minutes, il m'arrête. Et là, il commence à me parler de Humanity. Ça dure 30 minutes.
Et c'est pas pour ça que t'étais là. Mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Alors Sacré JC, c'est le meilleur. Moi, effectivement, tu sais, voilà, je suis de bonne composition, donc je l'écoute. Mais au bout de 30 minutes, je me dis, mais je crois qu'il n'a pas compris. Donc je l'arrête, je dis JC. Je dis, Humanity, je connais. Et vraiment, en fait, chapeau pour ce que tu as fait, ce que tu as mis en place. Je lui dis, c'est magnifique. Je dis, mais je pense que la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, je sais pas si on s'est vraiment compris, mais c'est Cubicle. Moi, aujourd'hui, chez Cubicle, je cherche, en fait, avec mes associés, on cherche des investisseurs pour nous aider à développer le produit. Il me dit, ouais, j'ai compris. Il dit, ouais, j'ai compris. Il dit, ouais, j'ai compris. C'est toi qui n'as pas compris. Il dit, ouais, j'ai compris. Mais il me dit, mais la raison pour laquelle moi je te vois, c'est Humanity. Et en fait, je comprends qu'on n'était pas du tout alignés sur l'agenda. Il me dit, moi, en fait, ici, chez Humanity en Belgique, je te connais. Il me dit, Yann, parce que t'as grandi, en fait, à la maison, chez Aneum à l'époque. Il me dit, je sais d'où tu viens, et maintenant, je viens te ramener à la maison. Waouh. Il me sort ça comme ça, il me dit, je viens te ramener à la maison. Quelle phrase. Je te dis, il me dit, je viens te ramener à la maison. Et là-dessus, tu sais, je regarde, je dis, mais j'y sais, attends, je suis dans une démarche qui est entrepreneuriale, je suis en train de travailler sur un projet d'entreprise avec 2 associés. Déjà, quand je vais sortir de ce meeting, ils m'attendent, ils sont impatients de savoir ce que je vais leur raconter. T'imagines leur tête quand je leur dis que je ne m'envoyais pas pour Cubicle, mais pour Humanity. Je dis, mais il y a un problème. Il me dit, t'es pas obligé de me répondre maintenant. Il me dit, réfléchis. Il y prend le temps. Mais on se revoit dans 1 semaine. Ah, j'allais dire parce que ça ne ressemble pas. Il me dit, prends le temps. Il me dit, on se revoit mercredi prochain. Et mercredi prochain, tu me dis. Et donc. Mais vous parlez directement en genre mission, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Alors lui, il me dit clairement, il me dit, écoute, Humanity Belgique, ça faisait 3 ans que ça avait été créé. Il me dit, ça fait 3 ans que ça a été créé. Il me dit, on perd de l'argent. Il me dit, aujourd'hui, la société, on n'arrive pas à la scaler. Et il me dit, je veux que tu la développes. Il me dit, je veux que ça devienne ton bébé et que tu puisses en fait redresser la barque et scaler la boîte en fait sur le marché belge. Donc ma mission, c'est celle-là. Alors, déjà, donc moi, je repars du meeting hyper perdu. Je suis pas venu pour ça. Et 2 jours après, donc il attend pas 1 semaine, il me rappelle pour que je vienne à Paris et que je découvre l'écosystème Humanity du coup à Paris. Et le mercredi d'après, on se revoit à la buvette du stade d'Andergem parce qu'il avait son fils qui jouait au football. Donc hyper en fait insolite. Et il arrive avec les conditions sur papier. Alors que il me dit voilà les conditions. Et je vais plus loin que ça. Et quand il me présente les conditions, parce que là où il allait plus loin, c'est qu'en parallèle, il avait sollicité Audrey. Ah. Il avait sollicité Audrey en parallèle. En même temps? En même temps. Mais elle t'en a parlé? Mais alors, elle m'en a parlé évidemment, mais lui m'en a pas parlé. Et donc moi j'attends qu'il vienne avec. Et je sais qu'il a sollicité Audrey. Et donc je le vois le mercredi d'après. Mais là, t'es déjà avec Audrey alors? Et tout le monde, et il le sait. Tu dis? T'es déjà avec Audrey à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Et JC est au courant. Bien sûr. Ah ouais, donc. Et attends. Mais t'as quoi comme relation avec JC à ce moment-là? En fait, quand tu vas le voir, genre c'est ton ancien boss? Alors ce qui est assez marrant, c'est que JC, à l'époque, on n'était pas aussi proches que maintenant. Ouais, c'est logique. Parce que JC, moi, je l'ai connu parce que c'était l'ancien cofondateur d'Alneum, qui est la première boîte pour laquelle j'ai bossé en Belgique. Mais nous, on les voyait, les 3 fondateurs, comme les associés fondateurs. Donc il n'y avait pas encore cette intimité qu'on a réussi à développer avec le temps. Et donc moi, je le vois comme l'un des anciens associés fondateurs d'Alneum, pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect, et qui a par contre, et c'est l'une des raisons pour lesquelles en fait j'ai aussi accepté de rejoindre Humanity, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, quand il a une vision et qu'il veut en tout cas réaliser, il met les moyens qu'il faut pour y arriver. Tu vois, et ça c'est côté rassurant. Et donc quand je le revois du coup 1 semaine après à la buvette, je lui dis mais JC, je lui dis, t'es au courant qu'Audrey et moi on vit ensemble? Il me dit oui. Je dis mais JC, tu sais que je sais que tu l'as sollicité aussi? Il me dit oui, je sais. Et je lui dis ça te pose pas problème? Il me dit bah non. Il me dit mais écoute, à Paris j'ai un couple qui gère l'entité. Il me dit quoi en fait de plus fort en fait que 2 personnes qui se font confiance et qui en fait vont effectivement gérer ta boîte comme une famille. Il m'impressionnera toujours. Il est trop fort. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'on s'est effectivement en fait. Tu rentres à la maison, la famille. Ouais. Et il m'a dit en fait, je vous ramène à la maison. C'est un peu c'est mot pour mot ce qu'il m'a dit en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. C'était quoi la proposition de l'époque, Yannick? Juste en termes de salaire, pas le reste. En termes de salaire? Ouais. En 2017, donc il y a 10 ans. En termes de salaire, il me propose en fait un fixe
qui est supérieur à celui que j'ai à l'époque. Ok. T'avais combien à l'époque, grosso modo? À l'époque, je touchais pas grand-chose. Hein. À l'époque, j'avais un fixe qui était autour de 3005, 3008 à l'époque. Net? Optimisé, j'arrivais en fait à 3000 net à l'époque. Ok. Bah, c'est bien pour 2000. Ouais, c'était bien. J'avais quoi? J'avais quel âge? J'avais 29 ans. Ok. 29 ans. Et il me propose plus. En fait, moi, je lui demande quelque chose, il me le donne. Beaucoup plus? J'ai quand même eu une augmentation à l'époque de 20 à 30%. 20 à 30%. Pareil pour Audrey? Je lui dis, ouais, pareil. Je lui dis, je veux telle voiture. Il me dit, ok, c'est bon. Donc, il dit oui à tout. Et en plus, alors, ce qui était hyper intéressant, c'est surtout le variable. Il me donne alors, j'ai droit à 10%. 10% au début. C'était assez marrant. 10%. Et c'est là où je pense qu'il revoit vite son truc du chiffre d'affaires. Quoi? Wow. Du chiffre d'affaires en variable. Et quand il voit la vitesse à laquelle ça évolue, en fait, 1 an après, on se remet autour de la table et il dit, bon Yann, faut qu'on revoie le deal. Parce que 10% du chiffre d'affaires, il comprend vite que c'est même pas la marge, c'est le chiffre d'affaires. Ouais, bah oui. Enfin, tu peux atteindre des niveaux en fait, qui sont pas tenables pour la boîte. Aujourd'hui, elle fait combien de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on fait 23 millions. T'imagines, ça veut dire qu'il a pris 2,5 millions? 23 millions. Et là, je parle de la prime annuelle en fait. Ouais, prime. Et donc voilà, et donc tout ça pour dire que donc j'ai des conditions de départ qui sont hyper intéressantes. Mais là où ça va plus loin, c'est que un an après, on se remet autour de la table et je dis à JC, écoute JC, en fait, ta boîte, je la gère comme si c'était la mienne. Moi, je veux effectivement être incentivé sur la valeur de la boîte. Et donc c'est là effectivement qu'on commence à mettre en place un système de stock options qu'il a mis en place d'ailleurs pour tous les country leaders, donc tous les CEO. Et qui fait effectivement qu'on a pu vraiment, en tout cas, notamment dans l'exercice de revente, en fait, être vraiment associé à tout ce qui s'est mis en place dans la société. Donc aujourd'hui, quand Humanity est vendue à ce grand groupe, tu en bénéficies également? Oui. Incroyable. Et ta femme aussi? Oui. Incroyable. Hein. Ouais. C'est une histoire. C'est beau. C'est une belle histoire. Oui, c'est chouette. Et tu sais, moi ce que je valorise dans ce parcours-là, c'est vraiment plus l'expérience humaine. Marvin, JC, tu le connais aujourd'hui. Il faut le connaître, il faut être à ses côtés pour comprendre. Oui, tu sais pas le comprendre. Les gens qui le connaissent pas ou qui le côtoient pas vont penser qu'il mitonne ou qu'il raconte n'importe quoi ou que c'est pas possible parce qu'il est vraiment dans des extrêmes, mais des extrêmes qui sont vrais parce que tu le connais. Oui. Mais il faut le connaître pour ça. Je pense que ça fait partie des gens, ce que je disais, JC, c'est quand même fou parce que il arrive à se vendre et à vendre au plus gros de ce monde. Donc il a les tops en termes de management, en termes d'équipe, en termes que ce soit, bref, il arrive à faire tout avec les meilleurs. Mais on va dire que pour le commun des mortels ou des gens qui ne sont pas dans cette sphère-là, en fait, il est incompris. Mais je pense que c'est peut-être le principe d'un génie, quoi. Enfin, d'être constamment incompris par les gens qui ne sont pas alignés. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu es dans le business, que tu écoutes vraiment profondément ce que dit JC, ce qu'il fait, ouais, tu te rends compte que le mec, il est loin, quoi. Vraiment loin. Impressionnant. Et du coup, après avoir... Bon, je sais que vous n'avez pas fini, vous êtes sur un earn-out, mais c'est quoi le feeling? Parce que voilà, tu passes plusieurs années dans cette boîte. Ouais, c'est quoi le bilan après? Le bilan, il est lourd. Hein. Le bilan, il est très très lourd. Le bilan, il est... T'es content de ce choix de vie? À refaire, je le referai 10 fois, je crois. Incroyable. À refaire, je le referai 10 fois. Je me suis amusé. Ouais, parce que c'était pas en fait, j'ai compris aussi un truc qui est marrant chez je vous appelle les corporates. Ce qui est très marrant, c'est que en fait, tu vois, moi, dans le game startup en général, il n'y a pas d'oseille, tu vois. Genre, c'est dur. Je suis Yannick, c'est-à-dire qu'il a run une boîte pendant 10 ans, il y avait de l'oseille. Oui, dès le départ. Ouais, et dès le départ. Et donc, en gros, derrière, une fois par an, il devait y avoir des gros team building. Je sais, c'est quand même quelqu'un qui prend énormément soin de ses équipes. Donc, ça veut dire qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont vécu des expériences incroyables. Et à la fin, ils sont payés pour ça. Ouais. C'est pas extraordinaire. Ce qu'on a vécu, c'est énorme. Et en plus, on a été entouré de personnes, en fait, incroyables. Tu vois, moi, les équipes avec qui on a travaillé, on leur doit tout. Parce que c'est des gens qui sont, en fait... Il y en a qui bossent avec moi depuis 8 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé, effectivement, il y a 8 ans.
Et il y en a qui, depuis le jour 1, sont avec moi et qui sont encore là aujourd'hui. T'en as qui étaient potentiellement sur le départ ou qui sont partis, qui sont revenus. T'en as qui devaient partir, mais qui ont demandé s'ils pouvaient rester et qui ont effectivement été positionnés sur d'autres rôles. Alors oui, forcément, dans le parcours, il y a des choses qui sont moins marrantes. Tu sais, c'est un peu le côté le pas visible de l'iceberg. Il y a eu des moments moins drôles, des périodes de Covid pas marrantes. Il y a eu plusieurs gestions de crise, des situations de crise à gérer. C'est l'humain. Le service, c'est ce que tu gères, c'est avant tout des personnes. Et puis, plus la boîte grandit, plus tu te rends compte aussi que la difficulté, c'est de grandir, en fait, en conservant ta culture d'entreprise. Et Humanity, c'est une société qui a une culture forte. Et donc, la conserver au fil du temps, c'était un vrai challenge. Et donc, il y a eu des moments pas marrants. Mais le bilan, il est positif. Le bilan, en fait, on s'est amusé. Je pense que quand on va, enfin, dans quelques années, quand on va en parler, ouais, on a que des souvenirs heureux, en fait, de cette expérience. Et c'est quoi la suite alors? Ouais. Là, il te reste 1 an, si je me trompe pas, Écoute, avec Humanity. on espère plus. La suite, on verra. On verra. C'est vrai qu'il y a maintenant le groupe italien qui nous a racheté, qui est censé effectivement reprendre les rênes dans 1 an. Du coup, on fait le travail jusqu'au bout. En fait, Humanity, c'est ce qu'on vit aujourd'hui demande un focus en fait qui est extrême parce que tu te rends compte que la société que tu as gérée effectivement comme si c'était la tienne pendant presque 10 ans, que tu te retrouves à rendre des comptes à un plus grand groupe. Déjà, le choix des grosses corporates, travailler pour un grand groupe, c'est un choix que j'ai jamais fait avant. Moi, j'ai toujours travaillé pour des sociétés qui ont scalé. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu en fait l'envie de travailler pour un grand groupe. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un cadre dans lequel en fait la société pour laquelle on a scalé, on se fait racheter. Et on travaille pour un groupe qui génère des milliards de chiffre d'affaires. C'est un réseau décentralisé de 180 sociétés. Ils sont 17 000. Et on se retrouve à leur rendre des comptes au niveau en fait. T'imagines 17 000. 17 000, c'est énorme. Putain. C'est énorme. À l'échelle de certains groupes, ça reste dingue. encore petit, mais c'est énorme. Pour nous, c'est énorme. Au niveau groupe, chez Humanity, on est 600. Avec combien de clients? Chez Humanity, en Belgique, on a en direct aujourd'hui près de 40 clients avec qui on travaille en direct. Comment ça en direct? Il y a des clients que tu as Alors, dans le monde du consulting, tu as parfois en fait des marchés via lesquels tu dois passer via des brokers ou d'autres sociétés qui ont le contrat final. Okay. Et donc, travailler en direct veut dire que tu as toi le contrat cadre avec la structure finale. C'est que des contrats long terme? Ouais. Aujourd'hui, un projet, quand on commence sur un projet, on est parti pour minimum 1 an et demi, voire 2 ans, en moyenne. Donc, et c'est que des sociétés, des grosses sociétés comme BNP Paribas Fortis, GSK, Deleuze, enfin pour les Eurostar, pour les quelques-uns qu'on peut citer. Et alors, maintenant, tu travailles pour une grosse entreprise. Ouais. Et ça fait quoi? C'est bizarre. Tu te rappelles pourquoi tu n'as jamais voulu. C'est ça que je voulais entendre. Tu te rappelles pourquoi tu n'as jamais voulu travailler pour une grosse société. Après, tu apprends des choses. C'est des gens brillants. C'est des gens très brillants. C'est des gens brillants et tu comprends pourquoi ils sont arrivés où ils sont. Ouais. Faut rappeler que c'est un groupe qui était en fait monté par une famille. Et aujourd'hui, le père fondateur est encore en fait à la tête de la structure. Wow. Et la fille est CEO du groupe. C'est violent. Balèze, ouais. C'est violent. Le père qui a près de 80 ans est encore au rênes. C'est dingue. Hein. C'est violent. Et donc, plus loin que ça, la société a été créée il y a 30 ans. From scratch, de rien. Bon, et maintenant, 17 000. 17 000 personnes. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est violent. Et donc, tu comprends, quand tu les côtoies aussi, qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard. Il y a une structure, il y a un cadre. C'est des Italiens du Nord, donc c'est presque des Allemands. C'est militaire. C'est militaire. Et donc, tu comprends. Et donc, c'est enrichissant aussi. Tu apprends de ces personnes. Et tu comprends que pour arriver à certains niveaux, tu peux pas y arriver sans en fait avoir une certaine excellence dans tes pratiques et dans tes process. Et tu apprends pour aller où ensuite? Directement maintenant? Écoute, est-ce qu'il y a une limite? Enfin, tu sais, c'est comme on disait tout à l'heure, comme dans le CrossFit. On n'a que les limites qu'on se fixe. En vrai, il n'y a pas de limite. Avec du travail, tu peux aller où tu veux. C'est super intéressant, du coup, tout ce que tu nous as partagé. On arrive tout doucement, du coup, à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un petit mot de la fin par rapport, du coup, à cette expérience que tu as eue à Los Angeles aujourd'hui avec nous? Déjà, Los Angeles, je ne connaissais pas du tout. Incroyable.
incroyable. La précédente gifle, parce que c'est une vraie gifle que j'ai pu avoir en fait, comme ça, c'était à Dubaï. Ok. Tu débarques, tu sens que t'es pas chez toi, t'es ailleurs. T'es vraiment sur une autre planète en fait. Et donc Los Angeles, pour moi, ça a été encore en termes d'ouverture d'esprit une expérience folle. J'ai été fortement marqué par l'ouverture d'esprit des Américains, par leur sens du business, par en fait, les mecs c'est des bosseurs. Les mecs c'est des bosseurs et tu comprends qu'ils n'ont pas le choix. Et tu comprends aussi que les mecs vivent dans un milieu hostile, regarde, et que certains arrivent à se démarquer et à faire de grandes choses. Ouais. Tu vois, et pour moi, la plus belle leçon que j'ai de ce séjour, c'est qu'au final, en fait, peu importe où tu te retrouves, la recette est la même, en fait. C'est le boulot, c'est l'acharnement, en fait, ce sont tes actions qui vont déterminer en fait, ton chemin et ton succès. Totalement. Et donc je ressors grandi de ce séjour, grandi et reconnaissant. Donc vraiment top. Je suis heureux d'être là. Et j'ai déjà hâte en fait qu'on puisse tous se retrouver et puis vivre nos prochaines expériences ensemble. Donc top. Merci Vraiment beaucoup top. Yannick. Merci les copains, vraiment top.